Allez, donc nous, on va vous parler de Tank, qui se présente comme un modèle alternatif de plateforme de vidéo à la demande. Et on va envisager justement son positionnement militant aux usages engagés de ses publics. Simplement, juste pour replacer le contexte de cette recherche et de ce travail, il s'inscrit dans un projet de recherche qui s'appelle Paradic, qui veut dire plateforme en Auvergne-Rhône-Alpes de diffusion de contenu culturel. Donc c'est un projet qui a été mené entre 2018 et 2023 et donc qui a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce cadre-là, on a mis en place un partenariat avec Tank. Tank, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une SCIC. Donc il y a une forme privée et qui a un intérêt public et qui édite un service de vidéo à la demande qui est, on va y revenir, spécialisé dans le documentaire d'auteur, dit documentaire de création. Ce Tank repose sur notamment des subventions publiques et donc a aussi un souci envers la question de l'éditorialisation des contenus, notamment parce qu'elle bénéficie d'aide du CNC et que la dimension éditoriale est attendue du côté du CNC. Elle a un intérêt, donc je l'ai dit, des missions d'intérêt général, d'utilité sociale, justement à clairement revendiquer autour de la défense du documentaire. Elle a un ancrage territorial, clairement établi donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, plus particulièrement dans un petit village qui est Lussas, en Ardèche, qui est aussi un lieu un petit peu fédérateur dans le domaine du documentaire et qui rassemble pas mal d'acteurs du secteur, notamment le village documentaire, notamment qui héberge les états généraux de Lussas, etc. Donc il y a un modèle de gestion, on y reviendra, démocratique et participatif qui est mis en avant. Tank va proposer un service de vidéo à la demande en 2016 qui est porté par des professionnels du secteur et qui donc s'ancre dans ce territoire. Pour rappel, en tout cas pour explication, notre cadre théorique s'inscrit dans une approche dite socio-économique, plutôt donc inscrite dans le cadre de la théorie des industries culturelles, où on s'intéresse, où est mis en avant cette question de la gestion de l'incertitude qui est inhérente aux industries culturelles. Et notre idée, c'est de montrer que la vidéo à la demande, et notamment par abonnement, n'y échappe pas à cette question de la gestion de l'incertitude et de l'aléa. Bien évidemment, l'abonnement ou le modèle du club est indispensable, justement, pour gérer cette incertitude et conduit à des stratégies de captation et de fidélisation qui peuvent être diverses et variées, abaissement des prix, dispositifs promotionnels, augmentation des coûts d'acquisition, par exemple. Et on le voit bien, Tank, de ce point de vue-là, est initialement un service qui repose sur de l'abonnement, justement pour s'assurer la présence de ses publics, et qui a un chiffre d'affaires qui repose sur ses abonnés, puisque 70% du CA est généré par les abonnements. Et avec un taux de désabonnement à abonnement qui reste assez en plateau à 8,5%. Face à cet aléa, face à cette incertitude, on peut se poser la question de est-ce que justement, ou dans quelle mesure Tank connaît ses publics. De ce fait, ils ont mis en place plusieurs initiatives pour essayer d'identifier qui sont leurs publics, notamment des travaux qu'on a fait avec eux et de l'enquête Paradic auprès des publics, on y reviendra, mais aussi d'autres enquêtes par ailleurs, financées en partie par le CNC, ou une enquête Ipsos, ou des travaux étudiants pour vraiment connaître leur public. Dans les recherches qu'on a faites, l'idée c'était de montrer justement que les publics de Tank étaient très divers, variés, et que c'était justement délicat pour Tank de répondre aux attentes de ces publics variés. Et donc de fait, on a essayé d'identifier trois idéaux typiques d'intérêt au documentaire dans l'analyse qu'on a faite, les experts passionnés, les curieux engagés ou encore les novices enthousiastes. L'idée ici, c'était de montrer justement que l'incertitude, elle peut être liée non seulement à l'hétérogénéité des publics, mais aussi à un faisceau de contraintes qui est lié à la structuration juridique de Tank en SCIC, ce sur quoi on va s'intéresser plus précisément aujourd'hui. De fait, la problématique qu'on a pu formuler, c'est dans quelle mesure le statut des SCIC conduit Tank à négocier un équilibre fragile entre, d'une part, valorisation symbolique du positionnement éditorial, de défense du documentaire, d'accompagnement des œuvres, et en même temps de valorisation économique des films, puisque c'est une entreprise aussi, dans le souci constant de capter et de fidéliser ses publics. D'un point de vue méthodologique, on a mené une approche qu'on va qualifier de qualitative en menant des entretiens semi-directifs entre 2019 et 2023 auprès des professionnels de chez Tank, donc les équipes dirigeantes, les directeurs généraux, la responsable communication et marketing, qu'on a croisé avec des données de volets d'enquête sur les publics, à la fois quantitatifs avec 712 répondants et qualitatifs par des entretiens auprès de 46 abonnés de Tank.
L'idée ici, c'est de vous proposer une approche par chantier, c'est-à-dire de sélectionner ou de vous présenter 3 chantiers sur lesquels travaille Tank, qui sont non exhaustifs, mais qui permettent justement de montrer les tensions qu'il y a pour eux et qui répondent donc aux pistes, aux questionnements et aux pistes stratégiques qui sont en présence. Alors ce premier chantier, il va concerner la sociétarisation des abonnés. Donc, il faut reprendre la question de la coopérative. Tank, en fait, Laurie l'a dit, c'est une SKIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et il faut rappeler que ce projet de coopération, il est à l'origine de la plateforme. C'est une plateforme donc, qui se situe dans la continuité du festival, d'un festival à l'USAS qui date qui a 35 ans de durée et qui intègre en fait les professionnels, donc une communauté de professionnels du documentaire. Et donc à l'origine, l'idée c'était de créer soit un projet associatif, soit un projet coopératif, et ils ont préféré partir vers l'idée du projet coopératif pour l'associer à une structuration commerciale de type société anonyme, SA, pour avoir les deux volets, c'est-à-dire un volet commercial avec lequel ils pouvaient investir de l'argent et se développer commercialement, et puis une dimension plus militante, coopérative, associée en fait aux valeurs du documentaire de création, mais aussi à des valeurs locales, aux valeurs qui sont finalement celles qui vont porter sur la défense, l'aide, la valorisation en fait, du cinéma documentaire de création. Donc le projet de coopérative est intéressant sur le plan de la gouvernance parce que ça permet d'avoir une forme démocratique en termes de prise de décision. Les différents sociétaires peuvent entrer et sortir librement. Les parts sont un minimum de 100 €, mais peu importe le nombre de parts auxquelles on souscrit, on a toujours une seule voix. Donc en fait, les sociétaires ont tous une voix et peuvent ainsi participer en fait au vote de l'Assemblée générale. Donc à l'origine, c'est surtout un noyau dur de professionnels du documentaire qui font partie de ce sociétariat. Et il y a plusieurs collèges, etc. Donc, il y a 7 collèges différents, donc le collège des professionnels, le collège des techniciens, le collège des salariés de la société, etc. Et chaque sociétaire peut s'investir pour la société sur un plan différent, c'est-à-dire la valorisation, par exemple, des films, parler autour de lui, de la plateforme, pour pouvoir acquérir d'autres abonnés, etc. Donc le débat qui est intéressant en ce moment, qui est sorti en fait en CA et en Assemblée générale aussi, c'est d'élargir en fait ce sociétariat aux abonnés et les inclure en fait dans les processus de gouvernance, les inclure beaucoup plus. Et donc là, on est dans une lignée qui est intéressante parce que ça se situe en fait dans le renouvellement en fait de la direction. Un nouveau directeur général est arrivé, Mohamed Sifawi, qui vient du milieu des coopératives, qui a travaillé 8 ans chez Enercop et qui veut renforcer particulièrement l'aspect coopératif de cette plateforme pour des raisons de distinction aussi symboliques, mais aussi des raisons de gouvernance interne, etc. Et donc, il a été décidé d'ouvrir un collège qui serait le collège d'abonnés, pour pouvoir avoir plus de puissance symbolique, on va dire, par rapport à Tank et donc sa coopérative. Ça s'inscrit aussi dans une volonté de renforcer cette dimension en intégrant en fait les licornes, qui est une alliance de coopératives de différents secteurs, alliance qui porte donc les différents acteurs, qui leur donne plus de visibilité, on va dire, sur un plan politique, pour les négocier, des financements, etc. Et puis aussi pour des échanges de bons procédés. Donc la question qu'il se pose, c'est comment faire connaître déjà Tank comme coopérative auprès des abonnés, ce qui n'est pas nécessairement gagné, parce que beaucoup sont des personnes qui ne sont pas le noyau dur de producteurs d'origine, et qui ne savent pas que Tank est une coopérative, mais aussi comment les intégrer, qu'est-ce que leur proposer exactement. Sachant que dans notre enquête sur les publics, on avait mené donc en 2022, beaucoup, 45% des abonnés ne savaient pas que c'était une coopérative déjà, ou ne savaient pas s'ils allaient devenir sociétaires de la coopérative. 27% étaient plutôt sur non, et puis 27% oui. Donc il y avait comme ça un travail pédagogique à mener auprès des abonnés pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la souscription dans la coopérative.
Donc, les stratégies sont articulées autour de cette idée-là, donc avec un travail de communication qui a été mené par le pôle communication et marketing auprès des publics, donc à travailler sur une pédagogie, une campagne où ils ont changé quand même beaucoup de choses sur les éléments de langage, dans leur plaquette de présentation, sur des dispositifs d'explication, etc. Donc, ce process a permis d'accueillir 90 sociétaires abonnés en plus, donc ça a porté ses fruits. Néanmoins, les questions se posent sur leur intégration dans la plateforme et dans leurs activités, dans le champ d'activité. Donc, c'est un work in progress pour lequel ils ont mis en place une personne dédiée, en lien avec la communication et le marketing. Personne dédiée qui crée des ateliers, qui édite des plaquettes d'information, qui cherche comme ça à développer une communication plus ou moins directe avec ces abonnés-là, abonnés qui sont venus en assemblée générale pour partie d'entre eux. Néanmoins, élément intéressant, c'est que faire d'eux désormais qu'ils sont sociétaires, que leur proposer. Et la question est vraiment importante pour certains aspects du travail, parce que l'intégration des sociétaires, quand même ce soit dans les valeurs de la coopérative, vient remettre en question certaines des actions de la plateforme, et notamment sur l'action de programmation. Donc il faut comprendre que la programmation, chez eux, c'est vraiment la proposition de valeur. C'est là-dessus qu'ils se distinguent, c'est là-dessus qu'ils valorisent quand même leurs services, etc. Donc la question, c'était peut-être, intègre-t-on les abonnés au choix de programmation, c'est-à-dire au choix des films qui vont être diffusés sur la plateforme? Est-ce qu'on va associer ces abonnés à l'équipe de programmateuristes qui a déjà été mise en place? Il faut savoir que Tank, c'est 20 programmateuristes qui travaillent sur la sélection des films, qui proposent ensuite cette sélection au pôle éditorial, qui vont ensuite acquérir les droits, etc., pour la diffusion de ces films-là. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on intègre ces abonnés dans cette réflexion-là, et la réponse, c'est plutôt non, en fait, parce qu'ils ont peur d'être un peu dessaisis. Ils veulent conserver, en fait, cette mainmise quand même sur les choix éditoriaux et de ne pas laisser nécessairement aux abonnés cette question-là. Et la question se pose aussi pour Tank Canada, parce qu'en fait, il y a une coopérative, une franchise qui s'est montée en parallèle de Tank France, qu'on a rencontré récemment, très récemment d'ailleurs, hier, et qui nous ont expliqué qu'ils avaient exactement la même problématique. Et me dit-elle, ils sont frileux en termes de liberté éditoriale. Ils ne veulent pas le devenir au service en fait, de leurs abonnés. Donc il y a une question de juste milieu qui est révélatrice de tension qu'on soulignera plutôt en conclusion. Donc le deuxième chantier, c'est il est lié en fait aux modalités de recommandation. La recommandation, je parlais tout à l'heure de la programmation, c'est la deuxième proposition de valeur que propose Tank à ses abonnés, c'est d'avoir un accompagnement fortement éditorialisé sur les films du catalogue, les films du répertoire. Ça veut dire qu'ils travaillent sur ce qui s'appelle la recommandation humaine et exclusivement humaine. Donc il y a des équipes qui rédigent des notices, qui rédigent une newsletter toutes les semaines où ils vont proposer une explication des nouveaux films, faire des liens avec l'actualité. Il y a un travail de catégorisation qui est extrêmement pensé, un travail de mise en valeur des films qui est destiné effectivement à mettre en valeur leurs films, que ce soit sur la disponibilité en SVOD, c'est-à-dire en abonnement, et aussi en TVOD, c'est-à-dire la VOD à l'acte. La question cruciale pour eux en ce moment, le chantier en question, c'est passe-t-on à la recommandation algorithmique? Donc il y a un vrai débat en interne, ils ne sont pas d'accord, ça nécessiterait une transformation, on va dire, symbolique par rapport à leur parti pris d'une recommandation humaine. Il y a cette citation du directeur général qui est assez représentative. Comment on fait quelque chose de suffisamment clair, de transparent et d'éthique, et en même temps, comment on rend compte des films et du catalogue qui grossit chaque jour. Il faut savoir que, par exemple, il y a une cinquantaine de films en SVOD qui sont disponibles à un instant T. Enfin, il y a un roulement en fait, de films. Toutes les semaines, il y a 6 films qui rentrent.
et puis qui sortent ensuite. Donc il y a 50 films visibles, potentiellement visibles en SVOD. Et une fois que ces films sortent de la SVOD, ils rentrent dans le catalogue TVOD, qui est aussi accessible aux abonnés. Et ce catalogue TVOD est constitué de 1600 films. Donc il y a une question de visibilité, de, entre guillemets, découvrabilité, que se posent toutes les plateformes, et le recours à l'algorithme peut être une solution, parce qu'on ne peut pas accompagner humainement des personnes à consulter potentiellement 1600 films, donc c'est difficile. On a aussi, sur le plan des publics et de nos enquêtes qu'on a menées autour de ça, une attitude plutôt négative et plutôt réfractaire à cette question. Non, pas du tout. Ah non, je trouverais ça dommage, ça c'est Netflix, c'est horrible, moi je ne suis pas super emballé par les algorithmes, ça m'embête. Donc il y a quand même un rejet quand même de la part des différents abonnés. Rejet qu'on a d'ailleurs essayé de catégoriser un peu plus subtilement par rapport à nos profils d'abonnés. Donc ça c'est un travail qu'on a présenté lors d'un symposium, une communication qu'on a faite en mai 2023. Mais également en juillet 2023 avec sur un autre angle. Et on avait montré un petit peu comment l'attitude vis-à-vis des algorithmes pouvait se différencier par rapport aux différentes catégories d'abonnés. Donc les experts exigeants ne veulent absolument pas du tout d'algorithmes parce qu'ils veulent être en autonomie totale. Les curieux engagés, qui sont plutôt, le nom l'indique, des personnes qui sont intéressées mais qui ne sont pas nécessairement connaisseurs du champ, des codes, etc., du documentaire, sont plutôt mitigés. Les novices enthousiastes sont plutôt pour, ou du moins pas contre du tout, d'avoir un accompagnement. Donc il y a des recherches, il y a des pistes. Ils font ça de façon très raisonnée, raisonnablement. Donc il y a eu des projets universitaires, notamment avec l'Université des Hauts-de-France, projet Algodoc, où ils ont défini une proposition de filtrage et d'algorithmes de recommandation. Il y a des questions qui vont concerner les ressources humaines, qui va s'en charger, est-ce qu'on laisse ça à la personne en charge du numérique, c'est cher, etc. Il y a un débat sur le choix du modèle d'algorithme de recommandation, parce qu'il y a différents types, donc il y en a deux a priori qui sont un peu discutés, soit une recommandation type film à film, tel film parle de ça, on propose tel autre film qui parle aussi un peu de ça, puis il y a tel autre film qui parle un peu de ça, ou alors le modèle qui serait fondé sur les données d'usage, c'est-à-dire tu as regardé ce film-là, donc tu aimeras peut-être ce film-là. Donc en fait, dans ces deux modèles, il y a quand même deux conceptions de fond sur lesquelles on reviendra aussi, mais disons que il y a des éléments de réflexion. On essaye de voir si on peut demander au public d'activer ou non la recommandation type données d'usage. Il y a des discussions. Donc, le CA a opté pour une recommandation film à film, qui paraît la plus proche de leur philosophie. Ils ont pris un outil clé en main via une société une tierce qui s'appelle Speedeo, donc qui passe par un prestataire qui s'occupe en fait du back-office et de toute la gestion, on va dire, technique et numérique de la plateforme. Mais ils n'ont pas aimé le modèle que leur a proposé Speedeo. Le pôle éditorial a rejeté en bloc les propositions de recommandations qui ont été faites par l'algo. En disant c'est du Picard, c'est n'importe quoi, c'est un truc clé en main qui ne fonctionne pas. Ça va à l'encontre de ce que nous on veut faire. Donc il y a cette question qui reste en suspens sur l'algorithme de recommandation. Et le troisième chantier, c'est sur la question de l'acquisition des nouveaux publics par l'intermédiaire de la VAD à l'acte, c'est-à-dire de la dimension TVOD. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la VADA, c'est-à-dire la vidéo par abonnement, c'est la clé d'entrée d'acquisition et de fidélisation des publics de Tank. Il y a 300 films par an, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'avec le système de cycle d'entrée et sortie de films, il y a toujours 50 films accessibles à un instant T, mais sur une année, ça fait 300 films, une diversité de contenus. Et puis ensuite, donc, une offre de VAD à l'acte qui va donc intégrer tous les films sortants de SVOD dans un catalogue de stock de 1600 films. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la VAD à l'acte, elle n'est accessible qu'aux abonnés. Donc,
on ne peut pas accéder à la TIVOD, donc à la VAD à l'acte, si on n'a pas déjà un compte et si on n'a pas déjà souscrit à un abonnement. Donc la VAD à l'acte, elle est considérée comme une session de rattrapage pour les personnes qui sont abonnées et qui veulent voir et continuer de voir certains autres films en complément des 50 films disponibles à l'instant T en SVOD. C'est un supplément, etc. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ce marché était particulièrement en croissance et que c'était souvent de primo-abonnés qui arrivaient par le biais de la TIVOD. C'est-à-dire que quand on n'est pas abonné à Tank, on a envie de voir d'abord un film en TIVOD pour ensuite s'abonner à la TIVOD. Donc ils se rendent compte que ce n'est pas nécessairement plus un supplément pour les abonnés, mais carrément une clé d'accès, une clé d'entrée pour de nouveaux et de primo publics, primo abonnés. Parce que simplement pour rajouter juste un complément, quand on n'est pas encore abonné, on peut faire un essai, et pendant l'essai, du coup, on peut tester la TIVOD. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'en sont rendus compte. Voilà. Donc, il se pose la question, en 2023, à l'AG, de est-ce qu'on fait vraiment un deuxième type d'accès qui ne serait pas pour la VAD à l'acte, qui ne serait pas simplement donné aux abonnés pour la période d'essai, mais qui serait en tant que tel un accès pour non-abonnés, qui serait un accès où on n'a pas nécessairement besoin de rester abonné. Ce qui pose pas mal de questions aussi, parce qu'ils ne savent pas finalement qui sont ces publics non abonnés. On n'a pas de données a priori sur ces personnes-là. On n'a pas la possibilité de les fidéliser, etc. Donc c'est des personnes qu'on pourrait garder mais qu'on perd au final. Donc il y a cette notion de consommation épisodique aussi éphémère qui est peut-être moins en relation avec ce qu'eux aimeraient faire, c'est-à-dire dans la perspective de Tank, l'idée c'est d'accompagner, d'éduquer des publics sur le temps long, de les emmener avec eux à connaître le documentaire, et une consommation épisodique éphémère, le one-shot par exemple, c'est pas tellement ce qu'ils aimeraient offrir. Donc, stratégie en tension, OVAD à l'acte, mieux rendu visible et valorisé. Donc effectivement, ils travaillent là-dessus. Même si en termes de revenus, c'est pas essentiel pour leur modèle économique. Hein, c'est plutôt la SVOD qui est importante. Ils ont beaucoup travaillé sur la mise en visibilité de ces films-là quand même. La question de la recommandation algorithmique est associée à ça d'ailleurs. Ils ont travaillé sur l'UX de la plateforme. Ils ont mis des onglets. Ils ont amélioré la visibilité en général de cette offre. Mais la question posée lors du CA, qui était celle de si on fait une nouvelle offre d'accès anti-VOD indépendant de la SVOD, il faut qu'on augmente le prix d'accès. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on loue ces films, par exemple 5 €, 10 €, etc. Ça implique il y a des incidences donc, sur l'offre SVOD en parallèle. C'est pas neutre, donc ça veut dire qu'il va falloir revoir une politique de tarification. Ça veut dire qu'il va falloir revoir des campagnes promotionnelles et des modalités donc, de présentation de ces films anti-VOD qui seront donc décorrélés de l'ensemble du travail de la plateforme parce que ce serait à destination des non-abonnés, donc de publics qui ne sont pas nécessairement en lien avec tout ce qui a déjà été fait pour accompagner les films dans la plateforme en général. Ça va nécessiter de renégocier des contrats d'exploitation avec les ayants droit et les distributeurs. Et ça va aussi faire des changements, peut-être, sur l'offre au regard de la chronologie des médias, donc mettre des sorties, etc. Bon. Donc, il y a une question sur la place des films dits locomotives, c'est-à-dire ils aiment bien l'idée qu'il y ait des films qui soient particulièrement attrayants parce que ce sont souvent des réalisateurs ou des réalisatrices connus comme Alice Diop par exemple. Est-ce que ces films-là, on les met plutôt en TIVOD, en exclusivité TIVOD pour justement accueillir de nouveaux primos abonnés? Est-ce qu'on laisse plutôt ces films en SVOD? Donc voilà. On en vient donc à la conclusion sur ces 3 chantiers. Je vais faire rapidement. C'est bon ? En conclusion, on voulait simplement revenir sur le fait que les 3 chantiers qu'on a exposés, ils s'inscrivent dans des axes de développement, ils remettent en cause des principes originels et en même temps, ils sont en contre-pied ou à rebours en fait, des grandes tendances du marché de la vidéo à la demande. Le premier chantier qui est sociétariser les abonnés, on a vu en fait que ça s'inscrit dans un axe de développement qui est mener un projet démocratique. Donc c'est une question vraiment de gouvernance et de modèle qui est mise en place justement par le modèle de SKIC.
de fait, la question de la sociétarisation, ça remet en question un projet originel qui était de faire que ce projet soit porté, fondé par des professionnels et reste aux mains des professionnels. Et de fait, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de voir que si on s'intéresse à quelle est la place, par exemple, des SCIC aujourd'hui dans le marché de la vidéo à la demande, elles sont très peu présentes. Il y a un nombre restreint de plateformes dites mutualisées. Et dans l'enquête qu'on avait faite dans le cadre de Paradigme sur une étude de plateformes, sur les 97 plateformes qu'on a analysées, il y en avait 3 qui relevaient d'un système de type coopératif, 2 SCIC et une SCOP, ce qui est quasi rien, ça ne fait même pas 3% de l'offre du marché. L'aspect qu'on a vu, c'est que le chantier sur l'idée de tenter l'algorithme, la vraie question que ça pose, c'est, en arrière-fond, c'est vraiment comment éduquer les publics au documentaire, sachant qu'on l'a bien vu, s'ils passent, on va y revenir après, sur un modèle prédictif, ça veut dire qu'on va chercher à décrypter les goûts, et ça, c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est pas décrypter, c'est éduquer le goût, et donc accompagner. Donc ça remet en cause, en effet, le positionnement éditorial fort et la place qui est laissée aux professionnels dans cet accompagnement, en termes de médiation culturelle. Et on voit que là aussi, en réalité, on s'intéresse au marché, les offres de vidéo à la demande aujourd'hui dominantes, et notamment par abonnement, reposent sur un modèle prédictif. Donc là aussi, on voit bien qu'il se pose à rebours de ce qui se fait actuellement. Et puis, le troisième chantier, ajuster la vidéo à l'acte, c'est aussi dans un axe de développement continu qui est d'acquérir et de fidéliser les publics, qui est quand même le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, en quelque sorte, qui repose pour eux essentiellement sur une offre par abonnement. Puisqu'encore une fois, il y a l'idée que si on fonctionne par abonnement, on a des publics qui sont engagés, qui sont là, qui sont présents, qui vont rester fidèles. Alors que là, ouvrir à la TVOD, ça nécessiterait ou ça remettrait en question cet aspect, a priori, qu'ils ont conçu pour eux comme une forme de fidélisation des publics, bien que ça puisse être discuté. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que de voir qu'eux, ils se posent la question de la TVOD, de la VOD à l'acte, alors que dans les grandes tendances aujourd'hui du marché, on voit que ce qui est en croissance, c'est la vidéo la vidéo à la demande par abonnement, alors que la vidéo à l'acte, elle décroît autant dans l'offre que dans les pratiques de consommation, même si on a une forme de stabilité en 2022. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment à contre-pied. Ce qui était intéressant aussi de souligner, c'est qu'on est vraiment dans une niche dans les SCIC, puisqu'on est sur une SCIC culturelle, et en plus qui est spécialisée dans un domaine hyper pointu, qui est le documentaire de création. Donc ce qui aussi participe à un équilibre, disons, fragile. Et en même temps, on voit bien que ces tensions, elles sont aussi structurantes pour Tank, puisqu'elles lui permettent en fait de se différencier et de se positionner dans le marché très concurrentiel, justement, de la vidéo à la demande. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Je crois qu'il faut parler ici pour les questions. Merci beaucoup. On respire un petit peu avec justement cette ouverture de la boîte noire algorithmique, des plateformes du marché, ce travail d'expérimentation d'un modèle économique et autour de contenu de création. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et cette belle enquête. C'est un travail de fond sur un objet qui est peu étudié, donc, versus des objets survisibilisés, surobservés. S'il y a quelques questions, on peut les prendre, on a le temps. Et moi, j'aurais aussi des questions. Je pense que ce serait bien que tu viennes parce que... Est-ce qu'en visio, vous nous entendez bien ? Vous dormez ? Bon, bonne sieste. Essaye de prendre le micro, ouais. Le son est parfait. Merci. Merci Florian. Il y en a un qui suit. J'ai deux questions. Je vais faire très bref. La première, c'était sur l'ancrage territorial que vous avez évoqué au tout début. Je me demandais qu'est-ce que ça donnait du côté des utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que ça se reflétait aussi, notamment dans ce qui serait devenu sociétaire. Et ma deuxième question, je pose tout comme ça. Ce que vous voulez, c'est plus sur la question du modèle. Est-ce qu'il y a des plateformes identiques, comparables, cousines, quelque chose comme ça qui pourrait leur servir de modèle ou de partenaire
pour continuer à réfléchir à tout ça, parce qu'ils sont peut-être pas les seuls, même si on a compris qu'ils sont très singuliers, ils sont sans doute pas les seuls à se poser ce genre de questions du côté du champ un peu militant. Merci. Tu veux commencer ? Je veux bien répondre à la deuxième question. Ouais, Ouais, on choisit. Non, mais... ah ouais. C'est un modèle de séminaire. C'est ça. Oui, il y a des plateformes un peu qui fonctionnent de la même façon. Et en fait, ces plateformes-là, ils se connaissent tous. Et de fait, ils mutualisent des choses, notamment très clairement... Tank il s'entretient très bien et développe des partenariats beaucoup avec la Cinétech, jusqu'à se poser la question de devenir la Cinétech. Mais parce qu'il y a vraiment, en fait, justement, par exemple, ils utilisent le même prestataire technique qui est Kino, donc ils font qu'ils partagent, ils mutualisent des conseils sur la gestion de l'interface. Ils ont les mêmes questions sur les questions d'éditorialisation, sur comment monter les dossiers pour des demandes de financement auprès du CNC, etc. Donc oui, il y a des formes d'échange, de partenariat, de mutualisation. Donc la Cinétech, ça peut être aussi Universiné, ça peut être Benchy, qui va être plus autour du film pour enfants, etc. Les Mutins de Pangée, donc Ciné Mutin. Il y a plein d'acteurs comme ça, par ailleurs, qu'on a rencontrés et qui ont les mêmes interrogations, en réalité, que Tank, et qui, encore une fois, se connaissent les uns les autres. Et qui, d'ailleurs, partagent aussi les abonnés. Parce que dans l'enquête des publics qu'on a menée, on a remarqué que beaucoup des abonnés de Tank étaient aussi des abonnés de la Cinétech. Et donc, il y avait comme ça des formes de proximité éditoriale entre les plateformes qui se révélaient aussi dans les choix des publics, quoi. Donc voilà, un truc hyper éditorialisé, avec une recommandation humaine en priorité, le choix de ne pas trop faire de recommandations algorithmiques, etc. Et même ces abonnements, par exemple, à la Cinétech, à Mubi ou à Benchy, etc., apparaissaient plus que les abonnements à Disney+ ou Amazon, par exemple. Donc on a vraiment une frange de public, voilà. Et je sais même, en fait, qu'ils réfléchissent, enfin ils ont réfléchi, mais ça paraît complexe quand même, de faire une sorte de méta-plateforme qui serait une offre d'indépendants, etc. Mais ça pose beaucoup de questions en termes de type de contenu, parce que c'est pas les mêmes registres, de droit, les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes cultures de public non plus. Donc, quand bien même il y a ces proximités, il y a quand même des différences fortes quand même sur la structure de fond que pourrait avoir ce type de plateforme mutualisée, quoi. Et il y a aussi la question sur les publics locaux, pas locaux, etc. Tu voulais... Oui, ils sont présents. Enfin, en l'occurrence, dans l'enquête qu'on a faite, il y a en effet, j'ai plus le pourcentage en tête, mais en effet, il y a pas mal de publics qui sont localisés en Ardèche ou en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment, qui sont là. Il y a pas mal aussi des publics du festival des États généraux du film documentaire à Lussas qui sont des abonnés de Tank. Donc oui, l'ancrage territorial, c'est un argument. Et de fait, souvent, notamment dans l'enquête qu'on a menée auprès des publics, ils nous le disent. C'est-à-dire que eux, ils veulent soutenir un projet local, un projet territorial, un projet coopératif, un projet qui s'intéresse au documentaire. Mais la dimension coopérative ou territoriale, parfois, est la motivation principale. Ils veulent soutenir, ils trouvent ça hyper bien qu'il y ait un projet coopératif, démocratique, qui soit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, du coup, ils investissent et soutiennent le projet presque plus que le film documentaire. Mais il y a aussi des éléments statistiques dans notre enquête qui montraient qu'il y a beaucoup de publics dans les grandes métropoles. Donc Paris, Lyon, etc. Et avec fort niveau de diplôme aussi, quoi. Donc très souvent des enseignants, des doctorants, des étudiants de niveau Bac+5. Voire doctorat. Voilà, et en grande ville. Donc il y a quand même plusieurs polarités comme ça de gens qui s'intéressent à la plateforme et à la documentaire de création, en plus du local, quoi. Parce que c'est vraiment un terrain neuf et on voit que l'algo n'est pas automatique. C'était juste pour enchaîner sur la question du public, justement, par rapport au rejet catégorisé que vous avez présenté. Est-ce qu'on a une idée, pardon de revenir à des questions un peu quantitatives, mais justement proportionnellement comment ils se répartissent? Est-ce que ça va avoir éventuellement, d'après vous, un impact sur
questionnements liés au choix algorithmique, aux réflexions très intéressantes qu'ils ont autour de Ouais, complètement. Ils ont besoin, en fait, ils sont très demandeurs de ces données-là, parce qu'ils les ont pas. Ils multiplient, en fait, les entrées pour leur enquête de public. Là, ils ont fait récemment une enquête avec Ipsos pour essayer de mieux comprendre la culture documentaire, enfin la pratique du visionnage documentaire en général, etc. Et nous, quand on leur propose et qu'on leur présente en fait les catégories, leur première question, c'est comment on fait pour intégrer ça pour mieux, et ça les fait gamberger. Et très certainement qu'en AG ou etc., ils remobilisent ces données-là pour discuter, pour appuyer des choses. Ça les conforte dans des choix. C'est des choses qui sont, par exemple, le fait ils ont une politique éditoriale de recommandation, d'accompagnement qui est de séparer, par exemple, une entrée type forme qui serait plutôt adressée à des cinéphiles ou plutôt des gens qui sont connaisseurs du champ documentaire, etc., et une entrée plutôt typée thématique où ils auraient plutôt des utilisateurs ou des amateurs, entre guillemets, qui s'intéressent plutôt donc à des thèmes sociétaux, à la lutte, je sais pas, au féminisme, à des choses comme ça, et qui sont moins sensibles au documentaire de création en soi. Donc, de montrer qu'il y a ces catégories-là de personnes les conforte dans ces choix-là. Ça les conforte aussi dans le choix de dire qu'il y a des nouveaux arrivants dans le documentaire de création, des amateurs, des novices enthousiastes, comme on appelle, c'est-à-dire qui ne connaissent pas trop, mais qui sont demandeurs d'être accompagnés, éduqués, en fait, dans la question. Et je pense que voilà, ils essayent de. Et juste pour ajouter quelque chose sur la question de l'algorithme, de manière, alors là non plus j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était quand même majoritaire sur les réserves ou le refus, mais aussi parce qu'en fait ils avaient une conception de l'algorithme qui était, en gros l'algorithme c'est quelque chose de mécanique, c'est technique et c'est Netflix. Voilà. Et donc du coup en fait c'était très caricatural, ou alors des gens qui savaient pas trop en fait ce que c'était. Donc en fait, ce qui a débouché à tout un tas d'interrogations de la part de l'équipe de Tank, à savoir, en fait, est-ce qu'on parle d'algorithme ou est-ce qu'on ne choisit pas un autre mot, en fait, pour montrer qu'on va faire de la recommandation qui serait automatisée sur certains aspects, mais on ne va pas parler d'algorithme parce que si on parle d'algorithme, ça va faire peur à des gens qui soit ne connaissent pas, soit une représentation négative de ce que c'est. Et donc du coup, il y a un travail aussi sémantique sur comment on peut là aussi accompagner sur le dispositif de recommandation qu'on va mettre en place et faire de la pédagogie pour qu'en fait ça passe et ça soit accepté par les publics parce qu'il y a cet accompagnement et ce travail qui est fait. Dans les axes que vous avez présentés sur la fin, il y a cette idée d'amener le public au documentaire. Et c'est vrai que je me dis historiquement, les gens sont venus au documentaire par la séance cinéma, avec la préparation de petits films documentaires, ce qui fait que pour une génération d'ailleurs, court-métrage et documentaire est souvent confondu. Moi, si je pense à ma génération, ça a été la 25e heure de Jacques Perrin, ça a été Thierry Garel sur Arte, et évidemment des phénomènes sociologiques autour, la lecture de Télérama ou des choses comme ça. Là, la question que je me pose, c'est quand on propose que du documentaire, comment on amène les gens à soi? Parce que j'ai l'impression qu'on peut faire le focus sur le documentaire dans une offre élargie, dans mais il y a le documentaire aussi. Je me demande comment ils abordent cette question-là. Alors de plusieurs façons, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils font un ensemble de partenariats avec des bibliothèques et des médiathèques, et qui est aussi là tout un point noir de l'analyse des abonnés qu'on a faite, parce qu'on n'a pas accès à ces abonnés-là, on ne les connaît pas. D'accord. Mais donc du coup, pour une manière d'amener ou d'accompagner le public, c'est notamment, et dans une idée aussi d'éducation, on y revient toujours à cette stratégie, cet axe de développement, il y a des partenariats avec les bibliothèques et les médiathèques. Et ça, c'est un partenariat assez fort, hein. Il y a un certain nombre d'abonnés par ce levier-là. Et de fait, ils mettent en place aussi tout un tas de recommandations qui vont passer par les réseaux sociaux, aussi, qui va permettre d'amener de nouveaux publics. Et aussi, ils ont mis en place des nouveaux parcours pour justement, en fait, essayer de guider des novices vers le documentaire et la découverte de films pour aller voir des choses. Donc, ils essaient là aussi de se dire, je vais faire une offre que pas seulement pour les connaisseurs, mais pour des nouveaux arrivants. Et de fait, ils s'appuient notamment sur des enseignants
qui vont établir des parcours pour essayer justement là aussi d'attirer les publics. Mais on voit bien aussi que sur cette dimension pédagogique, ils ne peuvent pas non plus tout à fait y répondre, parce que ça ne peut pas être inclus dans un programme, par exemple, de cours, puisque les films sont disponibles qu'un temps, sauf s'ils vont sur la TVOD. Enfin voilà, il y a tout un aspect... Et puis en filigrane, il y a cette question qui est un débat de fond qui est au cœur du problème, c'est la question cinéphilique, docuphilique. Peut-on en parler il se pose vraiment cette question sur dans quelle mesure on s'adresse à des cinéphiles, c'est-à-dire au sens d'une catégorie qui engloberait le cinéma de fiction d'abord, et puis éventuellement aussi des formes qui sont plus documentaires, même si essentiellement, enfin, les choses sont complètement mélangées, ne font partie que d'un tout, mais c'est vrai qu'il y a cette proposition qui est quand même exclusivement documentaire, et d'ailleurs ils commencent à réfléchir même à la catégorie documentaire pour nommer ce qu'ils proposent. Hier, on en parlait avec la personne de Tank Canada, ils préfèrent maintenant parler plutôt de cinéma des réels pour essayer d'entrer dans une autre catégorie plus vaste, et c'est vrai que il y a une question de fond qui est cette cinéphilie, est-ce qu'on peut, comment on la capte pour essayer de montrer du documentaire plus, parce que c'est évidemment moins évident peut-être, ou moins grand public entre guillemets, et est-ce que ça s'adresse quand même à des cinéphiles qu'on veut simplement éduquer un peu plus sur le versant documentaire, ou est-ce que ça s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement cinéphiles mais qui auront peut-être plus une frange apprécier le côté informatif. On sait qu'il y a des catégories de public qui ne sont pas nécessairement cinéphiles dans ces abonnés-là, mais qui sont des gens qui aiment beaucoup le podcast, qui sont abonnés à Mediapart, qui suivent l'actu, qui sont militants dans des assos, mais qui ne sont pas nécessairement cinéphiles en fait, mais qui veulent s'intéresser au documentaire. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette catégorie? Est-ce qu'on les nomme cinéphiles? Est-ce qu'on les nomme... Mais donc, du coup, dans ce sens-là, ils vont nouer des partenariats. Donc ils font un partenariat avec Mediapart, ils vont dans des festivals, ils vont faire un partenariat avec un média qui est plutôt militant, qui traite de thématiques écologiques, etc. Parce qu'ils se disent que ça peut être une porte d'entrée. Et de fait, tout le travail sur aussi comment les pratiques de visionnage de documentaires s'inscrivent dans un ensemble de pratiques culturelles, ça a permis pour eux de conforter certaines orientations ou certaines stratégies, ou de se dire, bah tiens, là, quelque chose qui était hyper intéressant, c'est que... on a parlé des festivals. Là, en l'occurrence, les abonnés qu'on a interrogés et qui ont répondu aux questionnaires vont dans les festivals. Donc, il y avait vraiment une dimension sur comment aussi Tank peut être présent dans des festivals, peut-être aussi pour faire venir, non pas que des festivals de documentaires, mais, je sais pas, Paris Podcast Festival ou autre, pour peut-être attirer de nouveaux publics. Merci. Merci. Merci.